Amis, bonsoir. Avec la parution de cet ouvrage, nous voici au terme d'une belle aventure. C'est l'aventure d'un groupe qui a pleinement adhéré à un projet et s'y est complètement investi. Celui de pérenniser par l'écrit l'histoire et la mémoire d'une entreprise familiale mondialement connue qui fut en son temps et reste aujourd'hui encore l'un des fleurons de Revel, celle du Pipermin Jet. Cher à son concepteur, le président de la Société d'Histoire, notre ami Jean-Paul Calvé, ce projet, qui sans lui n'aurait pas abouti, a permis de fédérer autour de son dynamisme et 2 années durant une 50aine de personnes qui ont apporté, chacune à sa manière, leur pierre à l'édifice commun. Qu'elles en soient toutes chaleureusement remerciées, et plus particulièrement Jean-Charles Petronio pour son énorme travail de mise en conformité des fichiers, et Monsieur le maire pour son implication dans nos relations avec le groupe Bacardi Martini France. Dans la philosophie du progrès, l'être humain est un groupe. Cet ouvrage, qui fera désormais partie du patrimoine culturel revellois, ne pouvait donc être que l'œuvre d'un groupe. Dès lors, on ne saurait dissocier dans nos remerciements et notre reconnaissance tous ceux, et ils sont nombreux, qui ont fourni des documents souvent personnels ou familiaux, de ceux qui, chapitre après chapitre, ont élaboré un livre d'une rare qualité. Nous souhaitons et nous espérons tous que votre plaisir à le découvrir sera, ou aura été pour ceux qui le possèdent déjà, au moins égal au plaisir que nous avons pris à l'écrire, que vous lui réserverez l'accueil qu'incontestablement il mérite, et qu'enfin vous resterez fidèle à cette merveilleuse et incomparable liqueur qu'est le Pipermin Jet. La Société d'Histoire vient de se lancer un nouveau défi. Toujours sous la compétence de son président, elle se propose dans les 2 années à venir de réécrire une histoire de Revel la plus complète qui soit. 2 ou 3 ouvrages existent déjà sur le sujet, mais ils sont tous ou plus ou moins succincts, ou plus ou moins incomplets, ou encore plus ou moins erronés, et méritent pour cela d'être réactualisés. Nous espérons que vous lui réserverez l'accueil que vous avez réservé déjà à l'histoire du Pipermin Jet, et par avance, nous vous en remercions. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au nom d'Alain Chatillon, sénateur-maire, qui malheureusement n'a pas pu nous rejoindre à temps ce soir et le regrette vivement, je suis heureuse de vous accueillir dans cette salle du Ciné-Jet. Alors, comme je l'avais dit à Jean-Paul, j'étais sûre qu'elle allait être trop petite. Heureusement, nous avons la possibilité de faire une 2e séance la semaine prochaine et je suis bien contente parce que les gens que nous avons été obligés de refuser n'étaient pas très contents, mais il faut comprendre aussi qu'on a des normes de sécurité à respecter et on se doit de le faire. Donc, merci d'être venus aussi nombreux pour cette conférence. Un grand merci à la Société d'Histoire pour leur implication dans la vie revelloise. Nous travaillons vraiment d'une façon soudée avec la municipalité. Nous sommes à leur écoute. Ils ont toujours de bons conseils, notamment pour la réhabilitation de notre centre-ville. Ils savent nous donner des conseils et nous les remercions vraiment de cela. Jet, c'est l'histoire de Revel, sans aucun doute. Et c'est vrai que votre présence ici ce soir montre que vous avez été attaché à cette histoire de la fabrique. Pour ma part, j'ai été attachée à cette fabrique puisque maman y a travaillé pendant un certain nombre d'années et j'ai grandi un petit peu dans les locaux de la fabrique ici et ensuite à la zone industrielle de la Pomme. Donc c'est avec grand intérêt que nous avons suivi le travail de Jean-Paul et de son équipe et c'est avec un grand plaisir que nous avons pu feuilleter à Noël le magnifique ouvrage qu'ils ont paru. Donc pour tout cela, merci Jean-Paul, merci à ton équipe et merci à vous de vous intéresser à notre patrimoine. Merci. Merci Marielle. Je remercie ce soir toutes les personnes qui sont venues.
On ne pensait pas avoir autant de monde, vraiment. Le G a toujours son succès. On a dû refuser du monde, donc comme tu as dit, je vous propose à tous de faire savoir à ceux qui n'ont pas pu être là ce soir que jeudi prochain, nous referons une autre conférence sur la même thématique. Je sais que Alain Châtillon aurait aimé être parmi les nôtres, mais vous le savez, il est très pris, donc il s'est excusé. Il y a le maire adjoint, il y a la conseillère régionale de la région des Pyrénées qui sont là, il y a d'autres conseillers municipaux, il y a des maires. Je remercie à tous d'être là, et il y a aussi les descendants de Gêtes, il y a des personnalités, je sais, qui viennent de très loin, qui même viennent d'Angleterre, qui sont des spécialistes dans tout ce qui est liqueur, et qui ne sont pas dans la filière G, mais ils sont très intéressés par voir cette histoire qui est formidable. Alors, pour nous, ce soir, c'était important. Quand je dis pour nous, tout ce que je dis là, c'est moi, c'est vrai que je suis un peu sur les feux de la rampe, là, mais je parle au nom des 55 personnes qui ont travaillé pour que ce travail arrive à ce résultat, un bouquin de 528 pages, où nous avons traité cela dans l'exhaustivité. Sans ces 55 personnes, je ne suis rien. Moi, j'ai juste été là, le coordonnateur, et j'ai reçu des papiers absolument exceptionnels, inédits, des choses qui étaient en fond de tiroir, même les familles, les descendants, certains ne savaient pas que ça existait. Donc, on a fédéré tout ça, on a permis ainsi que tout le monde puisse avoir accès à ces dossiers, mais surtout, ça a permis de graver sur le papier cette histoire, parce que vous savez comment c'est l'histoire. L'histoire, elle se perd, c'est souvent de la tradition orale pendant 1, 2, disons 3 générations. Au bout de 3 générations, les papiers, les documents se perdent, puis tout se perd, et puis on ne sait plus ce qui s'est passé. Là, on l'a gravé, c'est écrit, et en plus, il y a tout le patrimoine matériel qui a été en partie conservé, en quelque sorte, et qui sera déposé aux archives départementales de la Haute-Garonne, et que l'on pourra retrouver, j'espère, dans 200 ou 300 ans, ou un peu plus. Voilà, nous allons commencer, je vais vous raconter cette histoire, évidemment, je ne vais pas le faire dans le détail. On va survoler un petit peu, mais je vais essayer, ça n'a pas été facile, hein, je vais essayer de vous montrer un petit peu le parcours, comment on est arrivé à ce produit, ce nectar, je dirais, ce nectar exceptionnel, qui est le pipermingite. Alors aujourd'hui, quand on parle de pipermen, les gens ne savent pas ce que c'est. Nous, à Revel, on le sait, bien sûr, la fabrique, tout ça, le pipermingite, on sait ce que c'est. Maintenant, les gens connaissent le Jet 27, Jet 31, qui est un produit qui a beaucoup de succès, et qui est amené certainement à avoir encore plus de succès dans les années qui suivent. Donc, je vais vous amener dans cette histoire qui a commencé il y a plus de 220 ans environ, aux environs de 1786. Donc, je vais éteindre les lumières, je vais faire un peu de manipulation. J'espère que ça va bien se passer parce qu'on a des petits problèmes de synchronisation avec l'appareil et cet appareil que je commande. J'espère que tout ira bien, que vous serez indulgents s'il y a des petits problèmes. Donc on est parti, vous avez la page de garde de ce fameux ouvrage qui est paru le 4 décembre. Donc je vais vous raconter cette histoire. C'est vrai qu'on aurait pu l'appeler l'histoire fabuleuse du pipermingite. Dieu sait qu'elle est fabuleuse. On aurait pu employer le mot islandais aussi, la saga. La saga qui est des histoires extraordinaires, fabuleuses aussi. Vous allez voir, c'est une histoire formidable qu'on a découvert nous-mêmes, parce qu'au départ, nous étions partis pour faire 30, 40 pages d'histoire, on ne passait pas aller si loin. Mais comme tous les gens ont été parfaitement motivés pour m'aider, pour aider le groupe, tous les tiroirs se sont ouverts, et on a eu des documents exceptionnels. Alors, tout d'abord, traçons le cadre un petit peu. C'est vrai qu'on a pensé le faire ici, mais avec le petit recul, je me rends compte qu'on n'a peut-être pas eu raison, étant donné qu'on n'a pas pu recevoir tout le monde. C'est bon signe aussi, dans la mesure où ça mobilise les gens. On voit que les Revellois sont passionnés par leur patrimoine, par leur histoire. Mais là où vous êtes, vous voyez, là où vous êtes, là, non, c'est pas vous, c'est moi qui y suis. Vous voyez le gars qui est là, ici, avec ses 3 fenêtres. Les 3 fenêtres sont derrière. Et le gars, il est là, contre les fenêtres, là où je suis moi. Par contre, là où vous tous vous êtes, eh bien c'est là. Ah non, c'est pas là, bon, enfin, oui, c'est là, oui, si vous voulez, j'ai raté une photo. C'est ici, vous voyez, on est en train, donc, en 1993-1994, une fois que, excusez le terme, que la coquille est vide de la fabrique, qui a pu la fabrique Gêtes,
eh bien on transforme cela en centre culturel, un formidable centre culturel, dont je remercie deux personnes. Tout d'abord, le sénateur-maire Alain Chatillon, évidemment, qui nous a apporté un soutien moral exceptionnel, puisqu'il y a 3 ans qu'on est sur ce projet. Et bien sûr, Madame Sylvie Hénon-Badoineau, qui est la PDG du groupe Martini Europe du Sud, pour son soutien aussi matériel, moral et matériel. Et évidemment, les membres du conseil d'administration de la Société Histoire de Revel-Saint-Ferriol, parce qu'au départ, c'était pas facile de se lancer là-dedans. C'était quand même un gros projet, on n'avait jamais fait un projet aussi important. Et ils nous ont fait confiance et on a osé donc se lancer dans cette aventure. Et enfin, évidemment, les membres du groupe de travail, je ne vais pas tous les citer, tous ils ont été absolument formidables, il n'y a pas eu une fausse note, vraiment exceptionnels, ils ont été exceptionnels. Donc ces 57 personnes ont permis d'écrire cette histoire et je remercie tout particulièrement le détenteur du secret. Alors Dieu sait qu'on a eu l'occasion de se voir plusieurs fois, j'ai essayé de le soumettre à la question, de le torturer pour connaître le secret, il n'a pas parlé. C'est Étienne Roussy-Gallo qui est là, qui est au premier de rang, qui lui, dès le départ, oui on peut l'applaudir, c'est un homme formidable, qui est altruiste, philanthrope, je le connais depuis peu, depuis le projet, mais j'ai bien compris on se tutoie depuis on est amis, avant on se vous voyait, tout ça, bon. Et tu es un type exceptionnel parce que dès le départ, avec d'autres, avec les Gabold, les Prosper, toutes les familles, les Astres, les Artemov, Gabold, tous vous m'avez aidé pour faire cette histoire. Et bien toi tu avais des documents, et les autres aussi, des documents vraiment formidables. Notamment qui venaient de ton père, qui était aussi détenteur du secret, et de Jeanne Gallo, qui a été un des premiers à faire les grandes expériences sur le pipermingite. Et bien des choses, tu connaissais tout, tu m'as amené beaucoup de détails, qui ont donné du piquant, des anecdotes dont à cette histoire. Voilà, et j'aurai bien sûr une attention toute particulière pour Jacques Batigne, qui avait lancé un petit peu l'idée des célébrations du bicentenaire du pipermingite en 1996. Alors, on peut se poser la question, un petit peu comme pour le meuble, comment se fait-il que le meuble d'art soit arrivé à Revel, comme ça, qu'un gars, Mondouri, ait lancé le meuble d'art? Pourquoi il y a eu des liquoristes à Revel? Eh bien, on pense très simplement qu'il y avait une tradition, autant pour le meuble que pour les liqueurs, une tradition séculaire à Revel, puisque l'on retrouve dans des textes, notamment dans des délibérations de registres consulaires, dès 1733, par exemple, on voit qu'un certain Guillaume Mimard et Antoine Combe, qui sont entrepreneurs de la fourniture de glace à la ville de Revel, vont fabriquer des liqueurs. Et on fabrique des liqueurs à partir des fruits de la saison, mais ça, un petit peu dans toutes les villes. Mais à Revel, il semblerait que c'était un petit peu une spécialité de la maison. En 1786, un homme arrive à Revel. Il s'appelle Jean-François Ponce, il n'est pas revellois, il vient de l'Oder. Alors pourquoi il vient à Revel? Eh bien, peut-être parce qu'il a rencontré une charmante petite Sorésienne qui s'appelait Azaïs, qui est une famille très connue à Sorèze, c'est une famille de musiciens, et il va épouser donc cette jeune fille de Sorèze. Alors, Ponce, vous avez ici la rue Vittorio, une ancienne carte postale, où l'on peut voir sur le chiffre numéro 1, voilà, ici, une petite devanture, le magasin a un petit peu cette physionomie encore de nos jours, c'est là qu'il avait installé sa pharmacie. Il était apothicaire, Jean-François Ponce. Il met une pharmacie à cet endroit-là. Et évidemment, à l'époque, il n'y avait pas les produits pharmaceutiques. Les produits ne se présentaient pas comme maintenant. On les fabriquait plus ou moins, évidemment. Dans la pharmacopée de cette pharmacie, certainement que notre cher Ponce, qui était féru de chimie, fabriquait des potions, des choses comme ça. Et ma foi, il a dû inventer des liqueurs qui étaient des sortes de médicaments qui permettaient, en plus du plaisir de boire ces boissons, de guérir pas mal de choses. Et notamment, il y avait un produit qui avait de grandes vertus pharmaceutiques et qui était connu depuis la plus haute antiquité, c'était la menthe. Donc très rapidement, Jean-François Ponce va mettre en place une liqueur de menthe. Dès qu'il est à Revel, dès les années 1790, on prend comme date de départ par rapport aux documents qu'on a, 1796 pour voir les premières expériences sur la menthe. Et de l'autre côté, au point numéro 2, c'est le café qui fait angle avec la galerie du Nord, se trouvait la Poste, où se trouvait la famille Borelli. J'y reviendrai dessus, je vous le signale, parce que vous verrez, la famille Borelli et la Poste a une certaine importance dans cette histoire. Voilà, donc Jean-François Ponce, comme je vous disais, apothicaire, pharmacien, chimiste, et
entrepreneur. Un entrepreneur qui est drôlement dynamique. Parce qu'il ne se contente pas de sa pharmacie, il ne se contente pas de faire des produits pour guérir les gens, il ne se contente pas de faire des médicaments, quoi. Il étudie aussi la chimie. Il va aussi s'occuper de faire une minoterie sous la galerie du Levant. Enfin, je suis en avance d'une diapositive. Bon, je reviendrai tout à l'heure. Donc Pons, lui, comme c'est quelqu'un quand même d'assez qui est intelligent, tout ça, il va rentrer dans le conseil municipal de l'époque, qui est tenu par un certain David de Beauregard, qui était le maire à l'époque de Revel, dont il est adjoint, et lorsqu'il signe, eh bien, il met Pons adjoint, comme ça, et sur d'autres documents, quand il s'agit donc de tout son travail de pharmacien d'apothicaire, il met Pons chimiste père. Parce qu'évidemment, il a eu un fils très rapidement et une fille. Alors, on trouve quelques documents. À cette époque-là, il n'y a pas énormément de documents pour la fin du XVIIIe et début XIXe siècle, mais on a quelques éléments qui montrent que, par exemple, venant de Grasse, il fait venir des produits pour faire ses mélanges, ses expériences. On a aussi des bons de transport, d'alcool, ainsi de suite. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi un cahier qui était dans une collection privée, un cahier qui se présente sous la forme d'un bel ouvrage bien relié, où l'on retrouve pas mal d'expériences qui sont faites dès les années 1817. Et là, on voit très bien que ils essayent, il y a des ratures, ils essayent, ça ne marche pas, il faut mettre plus de sucre, il faut mettre plus d'alcool, moins d'alcool, mettre davantage de ce produit, tout ça. Il y a des essais, des expériences, et il y a quand même pas mal de pages. Je vous en ai mis quelques-unes pour vous montrer un petit peu comment ça se présente. Voilà. Et on commence à voir des élaborations à partir de la menthe commune. Ici, c'est la menthe liqueur commune aussi. Il y a toujours des mélanges. Là, c'est l'expérience de 1813, mais la menthe a commencé à être travaillée dès 1796. Donc là, on voit que 17 ans après, il continue à faire des expériences, et vous verrez, pendant quelques décennies, ces expériences vont se faire pour la menthe. Alors, évidemment, on peut se demander, Pons, où est-ce qu'il se dotait de tous ces produits? Bon, l'alcool, pas de problème. On va de l'autre côté de la montagne, il y a plein de vignes. Ils achetaient du 3,6. Quand je voyais ça dans les documents, 3,6, je voyais qu'est-ce que c'est que le 3,6, 3,6e. Et évidemment, Étienne Rossi m'a donné la solution. Il m'a dit le 3,6, c'est l'alcool, l'alcool de verre, c'est ça, grosso modo. Donc l'alcool vient de pas très loin. Le sucre, parce qu'il faut du sucre. Le sucre, il y en avait, il suffisait de le commander, ça pouvait arriver par charrette, ça venir de Bordeaux, là où c'est qu'il y avait fabrication de sucre. Évidemment, ça ne se présentait pas sous la forme de petits paquets comme maintenant, mais c'était des espèces de petits cônes, des cônes de sucre. Et la menthe, on ne sait pas trop. Alors tout à fait au début, on peut très bien penser que la menthe était cultivée sur le versant nord de la montagne Noire, et notamment très près du pont du Riat. Vous voyez le pont du Riat, là où il y a le pont du Riat, là vous avez la route de Saint-Fé actuelle, vous avez la rigole qui est là, et là vous voyez plein de champs. Il y a plein de champs. Alors évidemment, la photo, c'est une photo fin 19e, début 20e siècle. Bon, on parle du début 19e siècle, mais par analogie, par parallélisme, on peut très bien penser que dans tous ces champs, ils fabriquaient de la menthe. Ils cultivaient de la menthe. Comment on peut le dire de façon objective? Eh bien, alors ça c'est les champs. Les champs, on voit très bien qu'il y a des rangées, c'est pas de la vigne là. Deux petites maisons, regardez, elle a un petit frontispice devant qui est très particulier. Et ici on voit une ferme avec des petits appentis sur le côté et des champs. Et on a retrouvé dans des documents, mais là c'est pas dans les documents de la maison Gette, mais de la maison Franck et Ressac. On a retrouvé des documents photos où on retrouve cette maison, avec le petit frontispice que je vous disais, et on voit la ferme qui est là, où ils ramassent de la menthe. Voilà. Alors, les flèches, si vous voulez, ces personnages-là sont là, cette dame-là est là. Ce qui veut dire que, vous voyez, il faut faire parfois une véritable enquête policière pour essayer de trouver des éléments objectifs qui permettent d'écrire cette histoire. Voilà. Alors ça, c'est une photo de la maison Ressac, où l'on voit le tas de menthe qui est prêt à passer dans les alambics, avec un rectificateur, c'est comme ça qu'on appelle. Souvent, je me référais à Étienne Devant, je suis sous contrôle, voilà. Le spécialiste, c'est lui. Donc, c'est ça, et c'est un œuvre de rectification, tu m'avais dit, voilà. Donc, là, on voit très bien qu'il préparait donc des liqueurs de menthe. Donc, il n'y avait pas que Gette qui faisait de la menthe, Franck, Ressac, Imard, Revol. Ça, c'est d'autres histoires à écrire, que nous écrivrons d'ailleurs un jour.
Voilà, donc on cultivait la menthe dans notre région, mais très rapidement, Pons va commander de la menthe en Angleterre, tout simplement parce que pour faire de la liqueur de menthe, on ne prend pas n'importe quelle menthe. On prend de la menthe poivrée, et c'est un dénommé, j'ai perdu le nom, un Anglais qui habitait à côté de Londres, dans une localité qui s'appelle Mitcham, et qui, vers les années 1740-1750, a réussi à cultiver de la bonne menthe, la menthe poivrée, et l'Angleterre, et Mitcham notamment, étaient spécialisés dans cette culture de la menthe poivrée. Et après, donc, Jean-François Pons fera revenir cette menthe d'Angleterre. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, j'étais un peu coupé parce que j'étais un peu trop en avance, Jean-François Pons était aussi un entrepreneur. Il n'était pas qu'apothicaire, il n'était pas que pharmacien, il n'était pas que liquoriste, il n'était pas... On cherche le nom, bon, j'ai des petits trous, là j'arrive. Donc il va monter sous la galerie du Levant, près du Beffroi. D'ailleurs, à une époque, on l'appelait la galerie de la minoterie. Il va monter justement, tout d'abord, une filature mécanique à multiples métiers. Mais il semblerait qu'il n'était pas très compétent dans cette branche. Il arrivait très en retard, c'est-à-dire on sait qu'à partir de Colbert, c'était la fin 17e, la seconde moitié du XVIIe siècle et tout le XVIIIe siècle, Revel était très spécialisé justement dans la fabrique de bas, dans la fabrique de draps. Il y avait près de 200-300 personnes. Là aussi, c'est une histoire à écrire, hein. C'est assez inédit, ça, on ne connaît pas. Mais Revel a été, je ne dirais pas une capitale du drap, mais donc on filait, on faisait des draps, il y avait plein de machines qui travaillaient partout. Mais lui, il arrive un peu tard. Donc 1790, 1810, il tente le coup, il essaie de mettre en place cette filature mécanique à cet endroit-là. Vous voyez où ça se trouve, c'est ce qu'on appelle la porte du couvent des Dominicains. Et ça ne marche pas. Alors il va faire une reconversion de cet espace, il va en faire une minoterie. Alors, une minoterie, habituellement, ça marche avec des moulins à vent ou des trucs comme ça, hein, des moulins. Là, il n'y a pas de moulin. Donc, c'est un système de meule qui est tracté par un cheval dans un espace circulaire. Tout ça, c'est très objectif. C'est pas inventé, on l'a vu par écrit, c'était écrit. Donc, il va faire de la farine, il va fabriquer de la farine, mais ça ne va pas bien marcher. Mais ce qui marche, par contre, c'est ces produits-là, c'est la menthe. Donc il revient un peu à ça. Mais il ne faisait pas que de la menthe. Et c'était quand même une production diversifiée. Vous allez voir un petit peu tout ce qu'il pouvait faire en prochaine. Alors, vas-y, reclique. Donc ça, c'est la halle. Vous avez la halle de Revel. Ça, c'est le plan de 1830. Vous avez la halle. La guirlande de la minoterie, qui se trouve donc à l'est. Ça, c'est la galerie basse, la galerie du Midi. Et là, vous avez, vas-y, clique. Voilà, vous voyez, ça devient rouge. Cette parcelle 759-760, c'était l'ancien couvent des Dominicains, qui a dû être vendu certainement après la Révolution comme bien national, et qui a été peut-être racheté par un dénommé Pinel, qui était d'ailleurs le gendre de Pons, ou peut-être par la famille Pons. Toujours est-il qu'à cet endroit-là, c'est à cet endroit-là qu'il va installer sa fabrique de liqueurs. Et l'espace est assez grand. Vous avez vu que l'espace correspond à peu près à la surface de la halle et du beffroi. Prochaine. Alors voilà, production diversifiée. On sait qu'il faisait de tout. Il a expérimenté tout un tas de liqueurs. Vous avez vu, il y en a pas mal. Il y a un peu de tout, hein, de l'eau d'or. Alors, le liqueur parfait amour, ça, on aimerait quand même en goûter un petit peu, vous voyez. Bon, voilà, il y a de l'absinthe, crème de fleurs d'oranger. Donc, qui dit production diversifiée, ça veut dire que il devait en écouler pas mal, quand même. Il ne devait pas l'écouler uniquement dans les remparts de Revel, ni même à 20 km autour de Revel. Et c'est vrai qu'au travers des documents que l'on retrouve encore de l'époque de Pons, on sait qu'ils allaient loin. Il y avait des représentants qui pouvaient aller assez loin, qui pouvaient aller à Languedoc-Roussillon, près des Pyrénées, etc., pour vendre ces produits. Toujours est-il que c'est une affaire qui marche. Parce qu'on retrouve dans les comptes des 100 personnes les plus imposées de Revel, on retrouve Jean-François Pons. Ça veut dire qu'il avait amassé au bout d'un moment une fortune assez importante. Voilà, c'est ce que je vous disais. Donc, vous pensez sur la liste des 100 personnes les plus imposées en 1812. Il va décéder en 1824. Il a eu 4 enfants. 4 enfants, dont 2 sont morts en bas âge. Il lui reste une fille et il lui reste un fils qui s'appelle Isidore. Isidore Pons va, pendant quelques années, essayer de prendre la suite de l'entreprise de son père. Il y réussit d'ailleurs assez bien, mais peut-être atteint de lassitude.
au bout d'un moment, il lâche cette entreprise, mais il ne la lâche pas comme ça, il va la donner à des collègues, à des amis très proches ou à des gens de la famille. Il va la céder, la vendre à bon prix, en donnant des facilités de paiement à 3 personnes qui s'appellent Sablier, Dirat et un des Gêtes, Jean Gêtes. Et lui, par contre, Isidore Pons va s'investir dans le patrimoine foncier. Il va acheter beaucoup de terrain dans la montagne, notamment autour des Cammas, mais aussi il va acheter le domaine de Jean Vidal qui se trouve sur la route de Montaigut, qui s'appelle maintenant le domaine de Grandval, mais aussi il va acheter des domaines fonciers un peu partout dans la plaine. Voilà. Et après, moi je n'ai pas suivi un petit peu ce qu'il est devenu, s'il y a eu des descendances, mais voilà. Donc il laisse tomber absolument la fabrique de son père. Donc comme je vous le disais, en janvier ou février 1843, je dis janvier ou février, ça dépend des documents, parce qu'il y a plusieurs documents, lequel est vraiment l'officiel, on ne sait pas. Mais on sait que c'est vraiment ces 2 mois qu'en 1843, Isidore Pons vend cette boutique, le fonds, si vous voulez, le fonds commercial le vend au capitaine Fulcran Sabier. Alors le capitaine Fulcran Sabier, c'est un ancien capitaine des armées napoléoniennes, qui a la Légion d'honneur, tout ça, qui est d'ailleurs le fils, alors vous me suivez, le fils de la sœur de Jean-François Pons. Jean-François Pons, le premier qui venait de l'Odève, avait une sœur, et donc il a un fils qui s'appelle Fulcran Sabier. D'ailleurs, quand on voit le prénom Fulcran, ça c'est vraiment de l'Odève. On sait que le patron de l'Odève, qui était un évêque, s'appelait Fulcran. Donc Fulcran Sabier, c'est le premier qui fait partir de ces 3 personnes qui vont gérer cette entreprise. Ensuite, il y a Pierre Gaspard Dirat. Alors là, au niveau géologique, ça a été un peu difficile de savoir. Il semblerait qu'il y ait une relation familiale entre Dirat et un des frères ou sœurs de Jean-François Pons, mais on n'a pas retrouvé les actes d'état civil qui ont permis d'objectiver, de valider ce que je dis. Et enfin, Jean Gêtes. Jean Gêtes, lui, Jean Gêtes, eh bien, il arrive à Revel, je vais vous expliquer un petit peu avec son frère, et il va épouser la fille de Fulcran Sabier. Difficile à suivre un petit peu, elle s'appelle Victoire, quel beau prénom, Victoire. Et elle était Fulcran Sabier, sa femme, et c'est eux qui tenaient la poste et qui étaient en face, dans la rue Victor Hugo, qui était en face de la maison de Pons. Voilà. Et d'ailleurs, Jean Gêtes va pendant quelque temps travailler d'ailleurs à cette poste. Donc, ils vont reprendre cette société qui va devenir la société Dirat-Gêtes. Ils ont oublié, c'est fait esprit, ils n'ont pas mis le nom de Sabier, mais Sabier est bien dans l'affaire. Voilà. Et un an après, en début 1844, c'est le frère de Jean Gêtes qui va rentrer dans l'entreprise. Donc tout est prêt pour aller vers la grande aventure, vers le Pipermingite. Je vais essayer de vous raconter. Il faut que je vous explique, je ne voudrais pas être trop long. Les frères Gêtes, bien évidemment, ils avaient des parents. Ses parents venaient de Castelnaudary, c'était des Chauriens. Mais comme à Castelnaudary, les affaires ne marchaient pas très bien, leur père, qui s'appelle Jean-Pierre Gêtes, va venir à Revel. Et les parents de Jean-Pierre Gêtes eux-mêmes sont originaires de Saint-Félix-de-Lauragais. Et ce qui est intéressant à voir, c'est qu'ils ont dans leur famille, c'est ça l'histoire, des fois ça révèle des choses assez incroyables, ils ont dans leur famille un de ses frères, ou une de ses sœurs en tout cas, qui va épouser un Brassens, qui est à Castelnaudary, qui n'est qu'un ascendant de Georges Brassens, notre fameux chanteur-poète que l'on connaît bien. Voilà, comme quoi le monde est petit. Enfin, un Roussy qui est un de ses ascendants. Voilà. Et donc, en plus, ils auront des liens d'amitié. Cette famille Gêtes aura des liens d'amitié avec un médecin réputé qui s'appelle Marfan et un autre médecin, une autre famille qui s'appelle Ricalens, qui a de la parenté avec les Ricalens qui avaient ici à Revel. Voilà. Donc, le père, Jean-Pierre Gêtes, le père de Jean et de Pierre, ils vont être apprentis dans la rue Marius-Doury, chez M. Souris, et il veut devenir maître bourrelier. Et les frères, les fils de Jean-Pierre Gêtes, vont faire des études de commerce, très certainement pas à Revel, parce qu'encore la Providence n'a pas ses cursus à l'intérieur de cette école. Ils vont faire certainement des études de commerce à Castelnaudary, et une fois qu'ils ont empoché leur diplôme de tueur, ils vont être prêts à lancer l'entreprise que nous connaissons par la suite. Alors dans cette entreprise, les fonctions de chacun sont bien précisées. À savoir, M. Dirat, qui est spécialement chargé de la fabrication et de l'expédition. Lui, c'est en quelque sorte le détenteur du secret à l'époque. Jette jeune, c'est-à-dire
Pierre Jette, qui lui va être spécialement chargé des voyages dès 1844, et Jette Aîné, qui lui va être chargé de la comptabilité et de la caisse. Lui, c'est un peu le directeur de la boîte. Hein. Voilà. Donc, pendant pas mal d'années, ça va très bien fonctionner. Et Jette Jeune va démontrer ses compétences, sa dynamique, hein, puisqu'il va partir sur les chemins, il va partir à la recherche de clients, il va aller très loin, dans des conditions parfois pas très faciles. Donc les quelques documents que l'on a permettent de savoir un petit peu comment ça pouvait fonctionner. C'est-à-dire on a vu qu'il y avait une production diversifiée, qui se sont spécialisés, qui commencent à travailler leur mercatique, je vais dire mercatique pour ne pas dire marketing. Et ils vont, dans leur papier en tête, on va voir qu'il y a tout le matériel des chimistes, il y a l'encre de marine qui montre qu'on peut faire de l'exportation par la mer, il y a des petits colis, des petits paquets qui permettent d'envoyer donc les liqueurs, les tonnelés, les bouteilles. Et ensuite, on voit très bien qu'ils mettent en avant le fait qu'ils sont successeurs de Ponce. Ça, c'est certainement important pour eux, parce que Ponce avait déjà une notoriété déjà très très importante. Et alors, si vous pouvez voir sur le côté, alors ils vendent, dans ces entrepôts, ils vendent pas mal de choses, mais regardez, c'est assez curieux, ils vendent aussi des draps, des billes de billard, des jeux de dominos. Et c'est vrai que dans les documentations, on voit par exemple à Perpignan, on commande 3 jeux de billard, 4 jeux de boules, en ivoire d'éléphant, enfin à l'époque c'était autorisé. Voilà, on voit tout ça, donc c'est vrai, les documents, la documentation, c'est vraiment une machine à explorer le temps. Alors comme je vous disais, Pierre Auget, lui, c'est le spécialiste du terrain, il va sur le terrain. Alors au début, il n'a pas trop de compétences, il a quelques petits déboires, il le dit, il a écrit des mémoires, il dit c'est pas facile, il y a la concurrence, il n'y a pas que aussi, hein, il faut être parmi les meilleurs, donner un meilleur produit au meilleur prix, dans les meilleures conditions, ainsi de suite, les clients ne sont pas toujours faciles, bon bref. Alors il a quand même beaucoup de patience, et surtout il est très assidu, et il croit vraiment à son métier. Et il part avec cette charrette. Alors évidemment c'est une image de synthèse, une image qui ne correspond pas à Pierre, c'est pas Pierre Jette qu'il y a dessus. La carriole, je ne sais pas si c'était exactement comme ça, à mon avis ça devait être une carriole qui était couverte. Il y avait 2 chevaux, et dans les documents, on sait le nom des chevaux. Il s'appelle Bibi et Écureuil. Avec ces chevaux, il a beaucoup de problèmes, parce qu'il tombe assez souvent malade. Et il faut les soigner. Et puis il part à n'importe quelle météo, c'est-à-dire on le voit du côté de Font-Romeu avec la neige, il y a des ponts qui s'effondrent, il y a des inondations, parfois il y a la carriole, les roues de la charrette qui se cassent, donc on prévient la gendarmerie, on vient les chercher, ils louent une autre carriole pour continuer, on transvase les bouteilles, ainsi de suite, c'est toute une histoire, et on a environ 80 pages, 80 feuilles, de lui, où il écrit tout, c'est-à-dire tous les jours pratiquement, un petit peu comme les poilus de 14-18, tous les jours il fait un rapport à ses patrons, et ça part par la poste du village ou de la ville où il est, et il dit toujours à la fin, d'abord ça commence par mes chers messieurs, même à son frère, il l'appelle mes chers messieurs, donc les deux au pluriel c'est Dirat et Jean Jette, et il explique vraiment tout ce qui se passe, hein, par rapport aux clients, ce qu'il a vendu, tout ça, mais aussi c'est des trucs anecdotiques, ce que je vous dis, la roue qui est cassée, Bibi qui tombe malade, puis 3 jours plus tard, c'est Écureuil, bon voilà, l'histoire de la gendarmerie. Il raconte aussi les contacts avec les clients, qu'il a rencontré un concessionnaire de Brun-Perrault, ou de, je sais pas, de notre licoriste. Hein. Pour cela aussi, il a des malles de voyage, et souvent ces malles de voyage, il y a ça qui est écrit, Jette Frère, inventeur du pipermem, ça c'est plus tard quand même, hein, il manque un inventeur du pipermem, le pipermem c'est bien plus tard, hein, il s'appelle comme ça. Donc il part un peu partout, et puis ils ont déjà le savoir-faire, hein, c'est-à-dire qu'ils font des petits cadeaux aux bons clients. À madame on offre un foulard, à madame on lui offre de l'eau de Cologne, à monsieur on lui fait cadeau d'une bouteille. Des fois la bouteille c'est même pas de la maison, des fois ça peut être une bouteille de Noyer-Prat, je ne fais pas de publicité là, je ne suis pas payé par la concurrence, mais voilà, c'est ce qu'il y avait écrit. Donc voilà, il fait un travail absolument fabuleux, il travaille tellement bien qu'il va être de suite intéressé à l'affaire. Et il va rentrer dans l'affaire, Jette Dirat et son frère Jean Jette vont le faire rentrer, ils vont lui augmenter les salaires tout d'abord, et ensuite il va être intéressé aux bénéfices et il aura certains pourcentages après des actions dans l'entreprise. Je passe dans les détails parce que bon,
c'est pas spécialement intéressant parce que c'est plus compliqué que ça. Il met la pression un petit peu à son frère. Il dit regardez, moi je fais du travail, j'ai fait du bon boulot, à Dirat et à Jean-Gé. Il dit regardez, si vous voulez que je continue, il faudra me payer un peu plus, quoi. Et puis à un moment donné, même il est appelé par dénommé Mazère, je crois c'est ça, Mazère à Toulouse, hein, qui a entendu dire qu'il était très bon sur le terrain, qui essaie de récupérer un petit peu, qui essaie de le récupérer. Alors là, on voit par exemple ici un style de lettre, mes chers messieurs, vous voyez, alors il raconte tout ça. Et ici, il a toutes les villes et les villages qu'il doit visiter. Voilà. Là, on voit que ça se passe dans la région d'Antibes, d'Avignon, de Carpentras. Alors, on voit à travers les comptes et les registres de comptabilité qu'il va essentiellement dans cette zone-là, c'est-à-dire grosso modo Bordeaux-Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon. Les chiffres que vous avez des départements, ce n'est pas les numéros des départements, c'est le nombre des clients dans les années, je dirais 1800, 1850, 1860. Alors évidemment, à cette époque-là, la fameuse bouteille n'est pas encore connue. Le pipermen n'est pas connu, le nom patronymique de G n'y est pas. Dans les textes, on voit souvent apparaître le mot lamentaise. Lamentaise, bon, c'était le nom de la liqueur. Et sur les étiquettes, on mettait tout simplement crème de menthe de Dirat Jet. Ça, c'est une bouteille vraiment formidable. Je pense que c'est la seule et unique qui existe et qui a été sauvée. Il y en a eu d'autres étiquettes, parce que l'on voit dans les textes à certains moments qu'il y avait des étiquettes avec le beffroi, les armes de Revel qui étaient marquées dessus. Mais ça, donc évidemment, on n'a pas de documentation. Donc évidemment, au bout d'un moment, il y a Pierre Gaspard Dirat qui décède. Et la société, il n'y a plus que les deux frères. Il y a Jean et Pierre. Donc qui vont prendre en main cette entreprise. Donc, j'ai oublié de dire que Dirat avait été pendant pas mal de temps maire de Revel, Jean-Gé avait été son adjoint, et du coup que Dirat décède, ça va être Jean-Gé qui va le remplacer comme maire. Alors ça c'est intéressant à voir, c'est la société devient un peu bicéphale. Elle devient un peu bicéphale, et ils n'ont pas tout à fait le même caractère tous les deux. Ils sont frères, mais ils n'ont pas le même caractère. Mais à la limite, je dirais tant mieux. Je dirais tant mieux parce qu'ils sont complémentaires. Et cette action de la complémentarité des deux frères qui va nous amener à ce succès qu'a connu cette Mantaise, je dirais, qui n'est pas encore le Pipermingite. Jean-Gé, lui, qui est plus âgé que Pierre, lui c'est le politique, le gestionnaire, le concepteur. C'est celui qui tient un petit peu les liens de la bourse. Et Pierre, lui, c'est la dynamique sur le terrain, la multiplication des réseaux commerciaux. Lui, il dit, allez, il faut injecter de l'argent, mettre de la publicité, et ainsi de suite. Voilà. Et des fois, entre les deux, il y a des problèmes. Et l'équilibre des deux, c'est bon. C'est un peut-être risquerait de trop dépenser, l'autre tient les liens de la bourse. Et ça marche très bien comme ça. Et la société donc, qui devient la société Jet Frères, va très bien fonctionner pendant pas mal de décennies. Ils se rendent compte au bout d'un moment, parce qu'ils continuent toujours avec la Mantaise pendant quelques années, hein. Donc ils se rendent compte que, et c'est marqué dans les mémoires de Pierre Gette, il dit « Je savais, mon frère savait aussi bien que moi, qu'aucune maison ne faisait la menthe comme nous. Chaque fois que les clients s'adressaient à eux, ils n'avaient jamais manqué de leur conseiller de nous donner la préférence pour cet article, assurant que nous étions les rois de cette liqueur. Vous vous rendez compte, même la concurrence, à savoir Rocher Frères et Brand Perrault, quand ils allaient chez un client, quand un client leur demandait de la menthe, ils leur disaient franchement, écoutez, franchement, achetez-la chez Gite, ils sont meilleurs que nous. Et ça, c'est marqué, et c'est très sérieux, parce qu'il y avait quand même des relations qui n'étaient pas toujours tendues entre licoristes. Et ça, moi, je l'ai trouvé à plusieurs endroits où les gens disaient, écoutez, c'est eux les meilleurs, allez-y, nous, notre produit, vous n'avez qu'à prendre autre chose. Donc, ils vont se rendre compte que la menthe, c'est ce qui est le produit porteur, ils vont en faire un produit phare. Et bien, ils vont continuer toujours à garder cette production diversifiée que je vous ai dit. Par contre, les boules de billard, tout ça, il y a longtemps qu'ils n'en vendent plus, ils sont passés à autre chose. De cette Mantaise, ils vont essayer d'en faire un produit unique. Pour en faire un produit unique, il faut sortir du lot. Ils vont avoir l'idée de faire une bonne labellisation avec une marque déposée, qui sera donc, vous avez bien compris, le Pipermen. Une forme de bouteille reconnaissable, jusqu'à maintenant les bouteilles avaient toutes la même forme pratiquement, en quelque chose près. En tout cas, elles étaient faciles à fabriquer. Là, la bouteille de Pipermen, avec cette forme-là, ça va être plus compliqué. Vous allez voir, ils ont quelques déboires au départ. Et ils vont avoir un support publicitaire d'avant-garde. La chance qu'ils ont,
c'est qu'ils sont dans la deuxième partie du 19e siècle, où tu as tous les systèmes de reproduction, de chromatolithographie qui se mettent en place, on fait de la couleur, on peut faire absolument plein de choses. Il y a l'évolution des techniques, ils vont en profiter, ils seront toujours à l'avant-garde, ils seront toujours à la pointe. Sitôt qu'il y a un truc nouveau qui sort, paf, ils vont y aller dans la publicité, ils vont faire des étiquettes de couleurs fantastiques, et après vous verrez, il y aura les affiches, et ainsi de suite. Évidemment, ils vont continuer à faire ces recherches et ces expériences, et ils vont en faire un médicament, chose qui avait déjà été faite plus ou moins avec Jean-François Pons, mais ils vont mettre les bouchées doubles par rapport à ça, ils vont en faire un produit qui sera demandé par tout le monde, et vous verrez par la suite par le monde entier. Donc je monte ici en bas, eux aussi, ils prennent de l'essence de menthe anglaise. La menthe cultivée sur les penchants, sur le pied mort de la montagne, noir, là je crois plus, ils cultivaient plus de la menthe là. C'est récent Franck qui fait 19e, vont le recultiver, mais eux, ils commencent à produire tellement de bouteilles que il faut qu'ils fassent venir l'essence de menthe de gens qui ne font que ça, et ça viendra d'Angleterre, et ça sera fait par un concessionnaire français qui s'appelle Sana. La production diversifiée, ça continue. Là, on commence à voir les premières notions du nom de pipermène. Il y a même la recette, je dirais, c'est pas le secret, parce que là, bon, on l'a regardé avec Étienne Roussy, il m'a dit, bon, ça correspond pas à grand-chose. Enfin, c'était à l'époque, c'est ce qu'il faisait, quoi. Et donc, on voit bien toujours les expériences de menthe poivrée, le China, enfin, on a des catalogues, des rapports d'expérience qui sont très importants, où on voit tout ça, et on voit apparaître donc ces personnages importants que sont les préparateurs qui détiennent le secret, dont le premier, c'est aussi un Pierre Gette, mais c'est un homonyme par rapport à un des deux frères, c'est un cousin de la branche de Bram, Pierre Gette qui est là, qui est un des premiers qui a le secret, et ici c'est Émile Gallo, dont un ancêtre d'Étienne Roussy et de son père François Roussy. Donc eux, ils vont essayer d'affiner ce produit de plus en plus, ils vont faire des mélanges, là je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on est dans les arcanes du mystère, il y a des diverses menthes qui viennent des quatre coins du monde, enfin ainsi de suite, des mélanges savants, voilà. Et petit à petit, le produit va être de mieux en mieux. Vous voyez, EG, Émile Gallo, liqueur, pipermène, et ça c'est le registre d'Émile Gallo. Et alors là, vous avez vu, à chaque lettre, c'est dommage que ce ne soit pas dynamique, que je ne puisse pas vous tourner les pages là. Et bien, à D, vous aurez d'autres liqueurs, ainsi de suite. Là, c'est la page du curaçao et du cacao. Alors moi, j'ai essayé de lire, essayé de voir, j'y comprends rien. Évidemment, c'est un truc spécialiste. On a bien compris. Ils ont dit, la menthe, c'est un truc exceptionnel, il faut le protéger. Pour le protéger, on va déposer une marque déposée. Cette marque déposée va être déposée au tribunal de première instance de Villefranche de Lauragais, où ils vont déposer l'étiquette, la petite capsule d'amont, les étiquettes, les semelles, la collerette, les signatures, et ils vont dire, ben voilà, nous maintenant, on a le monopole de ce produit, on va l'appeler le pipermène Gette Frères, pipermène. Et on va mettre les propriétés, dans ces propriétés, ben vous voyez, il y a plein de trucs qui sont écrits essentiellement, qui montrent que ce produit est un produit, je dirais, curatif et préventif pour certaines maladies. Donc on dépose ça. On dépose aussi la bouteille au tribunal des prud'hommes, à Toulouse. Personne ne le savait, mais cette bouteille, le dépôt qui a été fait en 1868, la C83, mais ça a été fait avant, eh bien, la bouteille, vous l'avez aux archives départementales au Haut-et-Garonne. Et je l'ai su qu'il y a qu'un an et demi. En fouinant, comme on dit, en furetant, comme on dit chez nous, il faut fouiner, fureter. Et on a retrouvé la bouteille avec cet habillage-là, exactement, et avec quelques petits dossiers, dont la bouteille est déposée, mais très rapidement, alors pas en 1868, mais à partir de 1870, 75, 1880, ils comprennent bien qu'il faut le déposer partout. Donc il la dépose dans pas mal de pays, en Amérique, en Allemagne, certains pays africains, Amérique latine, et en Asie. En Asie, c'est un trop gros porteur, l'Asie. Et on voit par exemple ici, c'est une photo sur plaque de verre, qui montre donc la marque déposée. Alors Japon ou Chine, moi je ne lis pas. Hein. Et enfin la bouteille, évidemment, ça c'est le dépôt
au Prud'homme, c'est mis comme ça, jeunes frères inventeurs du peppermint, qui nous ont déclaré renfermer une bouteille d'une nouvelle forme de leur invention, et destinée à contenir la liqueur dite peppermint. Ça, il faut le fabriquer, un truc comme ça. À l'époque, maintenant, mais on fait tout. Hein. À l'époque, c'était un peu compliqué à fabriquer des bouteilles comme ça. Et l'idée serait venue, d'après la tradition orale, de Jean Gét lors d'un restaurant. Il serait allé à un restaurant, alors on dit, certains vont dire Montpellier, d'autres à Perpignan, en ayant vu une lampe à pétrole, et il a dit, mais voilà, c'est ça qu'il faut faire. Alors d'autres disent que c'est la sublimation d'un corps de femme, tout ça. Bon, enfin, on va retenir surtout la lampe à pétrole. Alors cette première bouteille a quelques petits problèmes quand même. Alors, quand on la voit, c'est vrai qu'on dit c'est une bouteille comme une autre. Bon, on voit bien qu'il y a des bulles d'air dans la pâte de verre. Elle est un peu empâtée, des fois, elle penche la symétrie, vous savez, ça penche un peu d'un côté. Et on voit qu'au goulot, ici, il y a un petit souci. On dirait que le goulot s'est enfoncé. Alors on a l'impression que c'est fait en 2 temps, 3 mouvements. Il y a beaucoup de traces, il y a des traces de rayures. Un des gros problèmes, qui peut-être n'en était pas pour l'époque, mais maintenant c'est important. Vide, elle pèse quand même 1,250 kg. Je peux vous dire qu'on a la mer, ça pèse. Hein. Alors vous y mettez le peppermint dedans, 70 centilitres, c'est 2 kg. La bouteille, c'est 2 kg. Quand vous avez un petit verre pour remplir, une bouteille de 2 kg, bon, bonjour. Voilà, ça c'est les premières bouteilles. Évidemment, très rapidement, ils vont changer de fabricant, en fait de modèle en tout cas. Il y aura un modèle de cette génération qui sera beaucoup plus léger, beaucoup plus commode. Le problème de ces bouteilles, et on le voit dans des écrits, moi je l'ai lu à 3 fois, quoi. Je l'ai lu à 3 fois. Il y a un gars qui se plaint, il habite du côté de Sète, il dit, messieurs Gét, ça ne va pas du tout, vous m'avez envoyé des bouteilles, quand on essaie d'enlever le bouchon avec le tire-bouchon, là, et qu'on tire, pouf, il y a le goulot qui s'en va. Vous vous rendez compte un peu le truc, vous ouvrez une bouteille de chocolat, pas c'est le goulot qui reste, voilà. Mais à l'époque, bon, c'était normal, bon, il se plaignait, on devait changer la bouteille, un truc comme ça. Des fois, il y avait des petits soucis, c'est vrai qu'au début, beaucoup de problèmes, on voit dans le texte, pour stabiliser la coloration. Ils voulaient faire du vert, mais je crois que ça a été même assez tardif, hein, pour stabiliser la couleur. Hein. Parce que le vert, au bout d'un moment, il devient jaune, quoi. Que vous le mettez un peu au soleil. Alors des fois, les gens, ils ne vendaient pas les bouteilles de suite, hein, dans les magasins. Ça restait un peu en devanture, puis le vert partait, et puis alors, il y a des lettres, ils écoutez-nous, les clients, ils aiment bien que ça soit vert, quoi. La menthe, il faut que ça soit vert. Bon. Alors, ils essaient de stabiliser, ils font des recherches, tout ça, et dans certains papiers, en marge, on met que ce qui allait bien à l'époque pour que le verre tienne, c'était l'arsenic. Mais ils disent, il ne faut pas le mettre. Ils le savent, l'arsenic, il ne faut pas, quoi. Peut-être depuis de Napoléon, peut-être, je ne sais pas, mais vous savez, on dit qu'il a été intoxiqué à l'arsenic, mais je pense que c'est pas tout à fait vrai. Donc voilà, donc il y a quand même des problèmes, quoi. Des bouteilles qui se cassent, ils sont mal emballées, c'est quand même dans des chariots un peu comme ça, quoi. Donc des bouteilles qui se rayent, ainsi de suite. Donc il faut une bouteille de seconde génération A, ça va mieux, 790 grammes. On l'a échappé belle. La bouteille est beaucoup plus fine, mais elle a une forme tout à fait différente, beaucoup plus fine, moins évasée. Mais moi, les premières bouteilles, j'aimais bien, enfin j'en ai eu entre les mains, hein, ça devait être bien de boire du jus dans ces grosses bouteilles de 2 kg, ça devait être pas mal. Alors la publicité, évidemment, ils se rendent compte dès le départ, comme ils ont beaucoup de succès, qu'ils vont être copiés, qu'il va y avoir de la mutation. Donc ils mettent bien partout, attention, il faudra qu'il y ait la signature, il faut se méfier de toutes les contrefaçons. Faire attention à l'orthographe, la dénomination du peppermint, la forme exacte de la bouteille, et tout. Voilà, donc ils commencent à mettre ça sur les étiquettes, et sur les étiquettes, ils mettent aussi les vertus du peppermint. Évidemment, à cette époque-là, ce qui marchait bien dans la population, notamment en Asie, mais aussi en Europe, c'était le choléra. Ah, ça, le choléra, ça marchait bien. Il y avait pas mal de morts. Il y avait beaucoup de médecins qui avaient dit que pour essayer de se prévenir du choléra, ou même de le traiter, la médecine à l'époque, elle était ce qu'elle était, il fallait boire du peppermint. Avec ça, on était tranquille. Évidemment, ça ne marchait pas comme c'est dit. Mais beaucoup de gens le croyaient, donc ils achetaient du peppermint, notamment en Asie où le choléra faisait des ravages, mais en France aussi. Vous allez voir après, je vais vous raconter l'histoire de René. Évidemment, pour bien faire connaître ce pays, ils vont faire des salons, des expositions. À l'étranger, ils vont aller à Chicago, ils vont aller à Tianjin, en Chine, ils vont aller un peu partout en Allemagne, en Belgique. Ils auront des médailles, ils auront des diplômes. Et évidemment, les premières médailles,
qui commence en 1878, puis il y aura celle de Paris, eh bien ils vont les mettre en collerette en haut de la bouteille. Donc de 2 étiquettes, on passe à 2 étiquettes, plus une médaille, et ainsi de suite. Dans le livre, on en a mis. Il y a plein de gens qui me disent, mais t'es fou de mettre tout ça, toutes ces étiquettes, bon, ils se ressemblent plus ou moins de ça. Mais non, nous on veut faire acte de... On veut le graver sur le papier, cette histoire. On veut que dans 100 ans, parce que dans 50 ans, on ne se rappellera pas, la plupart d'entre nous, bon, pas tous, hein, il y en a qui seront encore là, mais dans 50 ou 80 ans, il y en a beaucoup qui ne seront plus là. Les jeunes, je ne sais pas s'ils se souviendront encore de tout ce qui s'est passé au niveau pipermingide. Donc en tout cas, nous, on le laisse sur le papier, on le grave, on met le bouquin à la BNF, et pas qu'à la BNF, c'est un dépôt légal, et là, on devrait le retrouver dans pas mal de temps. Donc on a tout mis, y compris les petits trucs de bonne année, les petites mentions pour la douane. Là, qu'est-ce qu'il y a? Bon, mais là, c'est le nombre de grados alcohólicos. Bon, là, ça part pour l'Amérique latine ou pour l'Espagne, voilà. Donc il y a énormément d'étiquettes, je ne les ai pas toutes mises, mais il y a beaucoup de petits trucs comme ça. Un petit peu comme les collectionneurs de timbres, vous savez, où il y a une petite dentelure différente, tout ça. Ben nous, dans le bouquin, on en a mis 80% des étiquettes, il y a pratiquement tout. Alors je reviens un petit peu en arrière, parce que quand je vous dis l'histoire de ce pipermingide qui soignait le choléra, qui était un médicament, qui avait des vertus assez exceptionnelles, ben c'est pas les frères Gide qui l'ont inventé, ils ont été conseillés. Je vous avais dit qu'à Castelnaudary, dans les amis du père, de Jean-Pierre Gide, il y avait la famille Marfan. Marfan, c'est quand même des médecins très connus, notamment le fils. Parce que le Marfan en question, celui que vous avez là, ça c'est le maire de Castelnaudary, qui était le père du fameux Marfan, pédiatre, qui a étudié beaucoup de maladies et qui est le plus connu, quoi, en vérité. Donc Marfan est un ami de la famille Gide. Et Marfan, lui, c'est un grand érudit, il connaît bien la médecine, il connaît même les origines de la médecine, il connaît bien les anciens médecins, les auteurs latins, grecs, y compris les médecins musulmans. Donc il connaît tout ça et il va en faire profiter un petit peu le produit pour véhiculer donc une bonne image du pipermingide. Un autre médecin qui s'appelle le docteur Trousseau. Alors c'est pas un ami direct, mais c'est un éminent médecin très connu mondialement, qui lui a fait pas mal d'écrits sur la menthe, en disant que la menthe avait beaucoup de vertus, notamment pour le digestif, pour le mental, pour pas mal de choses comme ça. Il y en a un autre qui était ami et qui était même parent avec les Gide, puisqu'il y a eu un mariage qui s'est fait avec une des sœurs, je crois, de Jean-Pierre Gide, du père, donc. Ils étaient 2 frères. Alors il y avait le docteur Roussille, et il y avait un second qui était docteur Roussille, mais lui, il était pharmacien. Et le second, docteur Roussille, pharmacien, lui, il est allé exercer ses compétences de pharmacien et d'apothicaire aux États-Unis, en Amérique. Je vais dire en Amérique, je crois que c'est aux États-Unis. Ouais. Et là-bas, pareil, hein, ça marchait pareil. Pour se soigner de pas mal de trucs, il fabriquait des pastilles de menthe. Et qu'il appelait, ces pastilles de menthe, il les appelait, mais du vrai nom anglais, paper mint, avec un pepper. Voilà. Et lui, il dit, ben, écoutez, Papermint, ça existait déjà, mais ça donnerait un truc un peu exotique, de l'appeler en un seul mot, Pipermint. Donc là, ça vient de ça, ça vient de son frère. Alors lui, on n'a pas le portrait de son frère, le pharmacien. Lui, en vérité, c'est pas lui qui a donné l'idée, mais c'est son frère. Donc, lui va donner le mot Pipermint, enfin son frère. Ces 2 médecins-là vont dire au frère Gide, ben, il faut aller vers le côté anticolérique, contre le choléra, contre les problèmes carminatifs, que ça fait du bien, ça apporte des vitamines, tout ça sur les étiquettes. Et la troisième, voilà, je l'ai représenté en silhouette, mais dans les textes on le connaît, c'est le docteur Marty, qui était un médecin qui a pris de gros risques d'ailleurs en 1850 à Revel lors du choléra, lors de la pandémie, la grande pandémie de choléra, et qui lui aussi va conseiller les frères Gide pour aller dans ce sens. Alors, Marfan et Trousseau vont puiser aussi leur savoir un petit peu sur les médecins anciens, qu'ils soient romains, qu'ils soient grecs comme Galien ou Martial. Alors lui, bon, excusez-moi, hein, je l'ai mis comme essai, parce que précédemment on met des points des suspensions, mais disons-le, bon, c'est ce que c'est que roter. Bon, la menthe, pas vrai, fait roter. Bon, essayez le jet, vous verrez, ça fait du bien, quoi. Voilà. Et c'est vrai que Trousseau avait dit que sur le plan digestif, ça faisait beaucoup de bien, la menthe. Donc lui, la menthe poivrée fait roter, mais il n'a pas dit que ça.
quant à lui, c'était que ce qu'on boit du gîte, vous avez compris, ça se pousse à se livrer au plaisir de l'amour. Et ça sera repris plus tard par Bénédictine, par Bacardi, lorsqu'ils vont racheter Gîte, parce qu'il y aura beaucoup de campagnes publicitaires qui seront faites un peu, si vous êtes timide, buvez du Gîte et vous allez voir, les filles vont vous tomber dans les bras, quoi, hein, voilà. Et dans pas mal d'étiquettes, c'était ça. Et enfin, il y en a d'autres qui sont moins connus et qu'on repère moins sur les étiquettes, qui n'y sont pas d'ailleurs sur les étiquettes, mais qu'on retrouve dans certains textes, dans certains documents retrouvés dans les dossiers de chez Gîte. C'est le fameux Mattioli, qui est le médecin botaniste italien, et Dioscoride. Voilà, je vous laisse lire. Voilà, alors ça débouche les contenus du cerveau et chasse les morosités causées par l'épaississement des fluides nerveux. Vous avez vu, si vous avez mal à la tête, hein? Buvez-en. Qui c'est qui n'a jamais bu du Gîte? Voilà, je savais qu'en la posant comme ça, personne ne lèverait le doigt. Alors le choléra. Le choléra à Revel, c'est en 1854. Ça arrive le 25 août. Ça se finit fin septembre. 5 semaines. 5 semaines, 700 morts. Vous avez compris à Revel? 700 morts. Ça commence du côté de l'église de Notre-Dame, là, à la rue de Dreuil. La rue Notre-Dame, la rue de Dreuil. Là où c'est que ça commence vraiment aussi, c'est du côté de la Poste actuellement. Ça rentre à l'intérieur et là, carnage. Tous les jours, des morts, des morts, des morts. À telle enseigne que Dirat, je reviens pas en arrière, Dirat qui est maire, et Jette, Jean qui est maire adjoint, dit au curé, arrêtez de sonner les cloches chaque fois qu'il y a un mort. Tout le monde, les gens tremblent. Puis les gens, ils partent de Revel. Et quand ils partent en Revel, ils amènent le débrion colérique, on l'amène à Sorèze, on l'amène à Piloran. Voilà, ça s'étend, c'est bien. Recensement 1851 à Revel, 3796 habitants. Recensement 2 ans après le Corala, 1856, 3079. Déficit 719 personnes. Vous vous rendez compte? En 5 semaines. Alors, vous voyez, on est en 1854, 14 ans après, on fabrique le pipermin Gîte avec les étiquettes en disant c'est le pipermin, c'est contre le choléra. Parce qu'il faut attendre 1875-1880 pour trouver des bons médicaments, pour qu'il y ait des vaccins contre le choléra et des bons produits pour l'empêcher. Voilà. Et on trouve donc dans certaines publications, même qui sont publiées en 1889, des publications très sérieuses. C'est marqué, là, je vous ai mis une petite page, on dit bien, en cas de choléra, on doit enrayer sur le champ tout indice de la maladie, et ce qui réussit le mieux à cet effet, c'est le pipermin de Gîte Frères. Alors, je ne vous dis pas, hein, il y avait des commandes, ça faisait marcher Revel, c'est bon. Alors évidemment, comme je vous disais, les frères Gîte, c'est des capitaines d'industrie, c'est des gens qui vont, sitôt qu'il y a une nouveauté sur le plan technologique, ils vont l'apprendre. Ils vont l'apprendre, ils vont être toujours au courant, certainement parce qu'ils ont aussi de bonnes relations, ils suivent bien tout ce qui se passe. Ils sont toujours en pointe des innovations, notamment pour les étiquettes. Quand il y a la chromatolithographie qui se met en place, et bien ça y est, ils font des affiches, et ça marche, Ils dépensent pas mal d'argent à la publicité, et ça marche. Ça marche. Et donc ce pipermin devient un produit, je dirais, pratiquement incontournable à cette époque-là. Il est tellement incontournable que l'on dit que les Gîtes, il faut en donner à tout le monde. Hein. Si vous voulez gagner une guerre, hein, à cette époque-là, Dieu sait que ça bouge un peu en Europe. Hein. Si vous voulez gagner une guerre, allez hop, la Madelon, avant 14-18, ça devait exister. Les Madelons servaient du Gîte aux soldats. Dans les salons, on buvait du Gîte, c'était bien, quoi. Ça faisait bien, mais partout, même chez les petites gens. Et surtout, ne pas oublier les bébés en bas âge. La petite rasade de Gîte le matin, peut-être le soir pour les endormir. Voilà, comment on fabrique des enfants en pleine forme, avec des gros foies comme ça. Voilà. Et c'était, là maintenant, c'est pas possible ça, quoi. Regardez, même le chien, il en demande. Alors je vous disais, les médailles, les prix, Oliva, il y en a des dizaines et des dizaines. Des médailles d'or, des médailles d'argent. Ils en ont de partout, toujours premier prix. Ce qui fait leur succès aussi, c'est pas que le choléra, c'est pas que tout ça. C'est que le pipermin Gîte a d'autres vertus que les marins vont découvrir, notamment les marins français, mais les marins anglais aussi. Dieu sait que la marine française, la marine anglaise à cette époque-là, il y avait pas mal de... Ils n'étaient pas d'accord, ouais, mais il y avait beaucoup de bateaux, c'était une grosse marine. Donc les Anglais, eux,
ben, ils appelaient le pipermangé, c'était le Starboard Light. Alors je ne suis pas très bon anglais, là. Je sais que j'ai un ami de la société qui est anglais, mais si tu peux dire après si l'accent était bon. Hein. Le Starboard Light, c'est le feu de tribord, c'est ça. Et le feu de tribord, il avait la couleur du jet, à condition qu'il ne se décolore pas en jaune, évidemment. Voilà. Et alors partout, les marins disaient « Wow, je vais boire !» Les Anglais, ils devaient dire « Je vais boire du Starboard Light !» Ou les Français, allez, ils faisaient des rasades. Alors l'intérêt, c'est que, d'abord, si on se retrouvait dans des latitudes assez chaudes, ça rafraîchissait pas mal, étant donné que la menthe innerve, enfin, excite énormément les petites pastilles, les petites papilles que l'on a concernant le froid, ça donne une impression de fraîcheur. Et deuxièmement, ça combattait le mal de mer. Et bon, les marins, je pense, ils ont moins souvent que le mal de mer que les gens qui vont rarement sur les bateaux, mais ils devaient l'avoir de temps en temps, surtout lors de Fort Roulis, donc il devait y avoir dans la cargaison, il n'y avait pas avoir que des patates ou des oranges contre le scorbut, il devait y avoir aussi des grosses cargaisons de pipermangite. L'intérêt, c'est que ces marins, lorsqu'ils arrivaient dans un port, eh ben, quand ils arrivaient dans un port, ben, ils demandaient « Oh, un Starboard Light !» Et si le gars n'en avait pas, il demandait ce que c'était, et le prochain coup, il en avait, parce que ça faisait marcher les affaires. Voilà. Donc, indirectement, ils ont fait une excellente publicité, les marines françaises et anglaises, dans tous les ports du monde. Et à telle enseigne que, par rapport au mal de mer, par rapport au choléra aussi, qui sévissait notamment en Asie, sur toutes les jonques chinoises, enfin, c'est japonais aussi, et d'autres, malaisiennes, etc., mais dans les documents, on l'a vu comme ça, sur les jonques chinoises, eh bien, les pêcheurs, ils s'enfilaient des petits verres de gîte. On y va, on y va. Et après, il y a l'histoire, la grande histoire. Je vais vous passer parce que on retrouve par exemple des cargaisons de jets qui sont envoyés au grand quartier général de l'armée du tsar à Odessa, par exemple, quelques années avant qu'il y ait la révolte, vous voyez. Il y a des petits faits historiques comme ça. Mais le plus beau fait historique, c'est la fameuse... la plupart d'entre vous avez peut-être vu le film Les 55 jours de Pékin, hein, où c'est qu'on a les représentations occidentales en Chine se font attaquer par les fameux boxers, lancés d'ailleurs par l'impératrice chinoise. Et comme ils ne sont pas très nombreux, ben ça se passe au départ pas très bien pour eux. Ils se retrouvent confinés, enfermés dans des fortins. Mais après, il y a des renforts qui viennent. Et donc, on arrive à reprendre un peu le dessus. Et les contingents internationaux, alors il y a des Allemands, il y a des Américains, il y a des Australiens, les Français, bien entendu, Italiens, peut-être Belges, je crois pas en fait. Donc, ils arrivent à maîtriser tout ça. Et ils se retrouvent un jour à Pékin. Vers le 5 août, ils se retrouvent à Pékin. Et là, ils vont attaquer la cité interdite. Attaquer la cité interdite il faut traverser un pont. Et là, c'est des contingents de marsouins français. Il n'y a pas que les Français, mais c'est les marsouins français qui sont en première ligne. Et on les fait en première ligne parce que, ça je ne l'invente pas, hein, c'est écrit. Hein. Vous me croyez, hein. Bon, alors, c'est écrit, c'est le journal de marche du colonel, je ne sais plus quoi, qui dit « Ouais, les marsouins français, ils sont montés, ils ont fait un assaut absolument exceptionnel, ils ont complètement renversé les défenses des boxers, tout simplement parce qu'ils voulaient libérer la bouteille de pipermangite. » Vous savez ce que c'est, ça? C'est une stupa, c'est un temple bouddhiste qui date du 7e, 8e siècle. Voilà une vision plus moderne. Miracle! Qu'est-ce que ça y ressemble? Bon, le bouchon, il n'est pas très bien fait, mais voilà. Alors, ces marsouins français, ils ont dit, c'est pas possible. On a les boxers qui nous ont pris la bouteille de pipermangite, et nous, on est sur les bateaux, tout ça, on en a besoin pour le mal de mer. Allez hop, ils attaquent, hein, et en quelques heures, tout ça s'est enfoncé, c'est impeccable, ils prennent la cité interdite. Voilà. Donc, ça, c'est quand même ça, il fallait que je vous raconte, hein, c'est joli. Hein. Alors, là, je reviens de nouveau un petit peu en arrière, parce que je le traite un petit peu par thématique. On en était resté un petit peu, vous savez, à la fabrique qui se trouvait sous les couverts, avec jet et d'hydrate. Évidemment, à un moment donné, vers 1855, 1860, ils peuvent plus rester là-dedans parce que l'activité est énorme, donc il faut qu'ils trouvent des locaux beaucoup plus grands. Donc ils vont acheter sur le tour de ville de Revel, à l'endroit où se trouvaient les fossés, ici se trouvaient les remparts, la rue des Escoussières. La rue des Escoussières, c'est la rue qui est derrière. Vous voyez, là, on a le plan autrement. Ça, c'est le boulevard Carnot. La rue des Escoussières, là, il y avait les remparts. Et là, les fossés. Là, maintenant, vous avez le parking avec le petit jardin. Et là, c'est là où nous sommes. Là, nous sommes là, à peu près, si vous voulez. Voilà. Et là, à l'époque, il y avait des jardins. Alors, où on est.
Donc c'est les fossés, ils sont comblés. Et à l'époque, il y avait un hôtel qui s'appelle l'hôtel de l'Europe. Voilà, l'hôtel de l'Europe, à l'endroit de juste ce petit bâtiment-là. C'est le bâtiment qui est à l'entrée, le plus monumental. Qui devait ressembler d'ailleurs un petit peu à ce qu'on trouve dans les cartes postales du côté de la place de la Mission, qui est l'hôtel Notre-Dame, Soupira, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Des hôtels comme ça, il y en a plein qui se sont mis en place autour de ville de Revel à partir des années 1780-1790, tout simplement parce qu'avant tout le trafic passait par le centre-ville et après ils ont fait le tour de ville, ils ont comblé les fossés, enlevé les remparts, donc toute la circulation était à l'extérieur et les gens vont aller dans des hôtels. Dans l'hôtel de l'Europe, c'était ça, c'était juste cette parcelle 40. Et après, ils vont l'agrandir. Voilà une autre vue. Donc au départ, c'est ça, l'hôtel de l'Europe. Ils vont l'agrandir. Vers les années 1850, c'est le départ. Puis 1869, puis 1886, puis 1906. Voilà. Et ensuite, je vous mettrai rapidement quelques vues. Bon, c'est là, vous les avez vues sous forme de carte postale. Bon, là, c'est là où je suis, là, actuellement, hein, ici, avec les fenêtres derrière. Voilà, ça, c'est le plan des alambics, alambics gros. Là aussi, ils étaient à la pointe. C'est la première fois qu'on faisait des alambics de cette capacité. On avait même l'eau stérile, enfin, il y avait l'eau sous pression, des systèmes de tuyauterie. D'autres vues, quelques vieilles photos, comment c'était, les systèmes d'embouteillage, les systèmes de vapeur avec les grandes cheminées, les trucs motrices pour entraîner des machines, pour envoyer l'eau sous pression. Les chariots qui amenaient du bois, des caisses pour faire des caisses. Toujours ils ont cherché à l'efficience, c'est-à-dire d'être les meilleurs, à savoir avoir la meilleure mante, c'est la Marthe Patterson à Londres, à côté de Londres à Mitcham. Le meilleur alcool, l'eau, toujours de l'eau stérile, de l'eau très très propre. Hein. La couleur, ça a toujours été la recherche, bien la stabiliser. Toujours du bon sucre et toujours le secret qui est toujours gardé de nos jours, puisqu'il sera enfermé en Suisse, du côté de Lausanne, dans un coffre-fort. Voilà. Rapidement, pour se donner une petite idée, c'est le nombre de bouteilles. On voit bien que, comme je vous disais, le dépôt des marques, c'est 1868. Ça, c'est encore la nantaise. On voit que ça monte, et quand ils commencent à faire toute cette mercatique, cette mise en place des étiquettes, de la bouteille, tout ça, on voit très bien, boum, ça monte, et c'est incroyable, ça monte très très rapidement. On monte déjà à plus de 50 000 bouteilles, 55 000 bouteilles par an, c'est beaucoup pour l'époque, c'est presque 200 bouteilles par jour qui sortent ici, quoi. Évidemment, le problème des imitations et des contrefaçons, alors là, il y en a. Et des procès, et il y a des procès. Par contre, il n'y a jamais de procès avec les maisons Ressac, Franck de Revel. Ça, il accepte. Ça fait travailler des Revellois, bon, ça va. Alors, vous avez encore ces bouteilles qui se vendent encore actuellement. Je ne vous dirai pas où, pour faire la publicité. Voilà, G27, c'est pas le G27, hein, c'est pas pareil. Hein, pareil. Voilà, c'est. Puis, un jour, je voulais faire ici, ça n'a pas le même goût. Hein. Je ne fais pas de pub, hein, je n'ai pas de royalty dessus. Hein. Alors, ensuite, c'est les vieilles photos aussi qui sont toutes parlantes. On voit très bien un petit peu. La cargaison qui partait avec des chariots. D'ailleurs, on a un chariot qui sera bientôt exposé. Ils sont en train de l'arranger au parc municipal. On a réussi à en récupérer un de vrai, un de GT. Donc ça partait. Donc à l'époque, lorsqu'ils ont mis en marche la gare, donc ça partait vers la gare. De la gare, ça partait vers les grands ports, vers toute la France, bien entendu, toute l'Europe. Mais ça partait aussi vers Bordeaux, vers Sète, vers Marseille. Et ça partait au fin fond du monde. Et là, on voit par exemple, vous ne le voyez pas bien écrit, mais il est écrit Buenos Aires. Donc ça part à Buenos Aires. Et on voit les numéros des caisses. Donc on est à 180, 157. Ce qui veut dire c'est 200, 300. En raison de 12 bouteilles, ça fait du monde, quoi. Les gens sont là, alors on voit les différents corps de métier. On va le voir un peu plus loin. Celui-là, vous voyez, il vous envoie un petit coup de 120 ans après, il vous dit à votre santé. Voilà la fameuse charrette qu'on est en train d'arranger. Et quelques vues, là vous voyez c'est le square, ce qu'on appelle le square Gabon, là c'est l'ancienne Providence, là on voit très bien la galerie du Midi. Voilà comment ça se présentait avec des grands pots de fleurs. La gare, qui a été créée en 1876, c'est d'ailleurs Jean Gett, le maire, qui a mis en place cette gare, qui à l'époque risquait de ne pas passer par Revel, il l'a plus ou moins imposé. Hein. Donc voilà la gare qui permettait donc évidemment d'amener beaucoup de choses. D'abord d'amener le sucre, l'alcool, les planches, et même les planches qui venaient de Castres ou d'Albi pour faire les caisses. Et enfin le jet qui était distribué absolument dans tout le monde. Il y avait, je ne sais pas si c'est juste, on parle de 120, 130 pays qui étaient distribués où le jet se trouvait. Et à la fin, à partir au XXe siècle, on a des endroits, c'est bien ça Étienne, je dis pas, parce que je suis moins sûr, mais il y a des endroits où c'est qu'on pouvait fabriquer le pipermingé en dehors de Revel. Alors cette photo,
Alors quand on la voit comme ça, on dit, bon, c'est quelques personnes qui sont ensemble, tout ça. Il y en a un qui s'est pas rasé, vous voyez, tout ça. Et donc, mais quand vous regardez, vous finissez, vous essayez de rentrer, de faire une petite chirurgie de l'image, vous voyez que celui-là, il a un truc pour les chevaux. Lui, c'est un conducteur de chevaux, pardon. Celui-là, c'est un menuisier, il a la planche, la scie. Celle-là, on le voit mal, mais elle reçoit la bouteille, celle-là nettoie la bouteille, celle-là, elle met peut-être une étiquette, celle-là met une autre étiquette, puis une autre étiquette, celle-là coupe le bouchon. Celle-là, c'est les administratifs. Lui, c'est Émile Gallo, c'est le tenteur du secret. Lui, peut-être un contremaître. Donc, c'est une photo, il y a un scénario, quoi. Ils ont fait une photo pour expliquer tous les corps de métier qu'il y avait dans cette fabrique. Voilà encore autre photo, là on voit l'endroit où c'est qu'on faisait les caisses. Celle-là aussi intéressante, vous voyez cette photo, voilà l'agrandissement. On voit l'espèce de barbecue, si vous voulez, je vais l'appeler comme ça. C'est chauffé, il doit y avoir des charbons de bois, c'est chauffé. Dedans, il y a de la cire. Et là, on plonge la bouteille dans la cire pour cacheter le bouchon. Et enfin, c'est là qu'on se rend compte. On a récupéré quand même pas mal de plaques qui étaient des pochoirs pour peindre aux pochoirs donc les destinations des caisses. On voit que ça partait partout, quoi. Alors, il y avait d'abord la dénomination de ce qu'il y avait à l'intérieur, mais aussi l'endroit où ça allait, Shanghai, Bucarest, Tamatave, ainsi de suite, passe l'autre, Buenos Aires est là. Voilà, on revoit Djibouti, Dakar, Buenos Aires. Alors ça, c'est plutôt fin 19e, c'était comment on conditionnait les bouteilles. Le problème, évidemment, c'était de les protéger. Il y avait des petits paillons, on mettait tout ça dans des caisses. Évidemment, en 1889, Pierre va décéder. Il va laisser un garçon et 4 filles. Seules 2 filles vont survivre et vont assurer la descendance des familles Astre et Astor. Et quant à Jean Gette, décède lui le 18 avril 1900, il aura 3 garçons, 3 filles. Seules 2 filles vont assurer la descendance, c'est-à-dire on ne retrouve plus le nom de Gette dans les descendances. Ça a donné les familles Gabold et Prosper, mais après, il y en a d'autres qui prendront des postes à responsabilité, comme les familles Prosper et d'autres. Donc, les frères Gette ont décédé. Il reste un des fils de Jean Gette qui s'appelle Auguste, qui pendant quelque temps assure la direction. Donc, ce sont les gendres et les filles des frères Gette qui vont prendre en main cette entreprise qui va s'appeler le Piperman, tout court. On ne peut pas mettre Gette, ils auraient voulu mettre le Piperman Gette ou la société du Piperman Gette. À cette époque-là, c'est interdit de mettre le nom non patronymique pour désigner une société commerciale. Donc on l'appelle le Piperman. Alors à l'époque, les frères Gette avaient dit ça serait bien que vous appeliez Société des enfants et gendres de Gette frères, mais ils ne pourront pas le faire. Donc c'est la société de l'ASA, le Piperman, qui va naître le 27 janvier 1901. Et qui va connaître des bons moments, des mauvais moments, avec des directeurs, des sous-directeurs, des PDG, des gens de très grande qualité qui vont essayer à bout de bras de maintenir l'activité, qui vont continuer un petit peu dans la lignée des frères Gette, à savoir faire beaucoup de publicité, ça c'est vraiment moi je n'aurais jamais pensé que la publicité, qu'on réussissait à faire marcher les affaires uniquement avec la publicité, mais on voit que sitôt qu'on baisse la publicité, ben, ça marche moins bien. Puis la concurrence, les goûts changent, ainsi de suite, c'est un peu compliqué. Donc ils sont plusieurs, dont le nom, dont vous avez Auguste Gette qui est là, qui est le fils de Jean Gette, Louis Gabold, Gabin Malater, Astor, Gabold, Prosper, Martin, tout ça, ce sont des personnalités qui vont vivre. J'en oublie, excusez-moi si j'oublie, parce que j'ai des descendants des familles, là, voilà, j'ai peut-être oublié des personnes, mais voilà les principaux personnages qui au début du XXe siècle, jusqu'aux années 1960, même 1980, vont faire fonctionner l'entreprise. Bon, je vous montre un petit peu tout le travail qu'on a fait. Bon, il y a des Roger Martin, des Astres, il y a beaucoup de gens qui vont prendre des postes de direction. La guerre va arriver, 14-18, il y en a qui vont partir à la guerre, il y en a qui seront prisonniers. Enfin, c'est très compliqué. On a réussi quand même à faire un tableau assez complet et de retrouver tout ça grâce aux archives qui étaient un peu partout. Hein. Ça a été vraiment un travail d'assemblage de tous ces éléments. Des bouteilles, alors vous avez vu qu'il y avait des bouteilles des fois, c'était fait lorsqu'il y avait beaucoup de roulis pour le gros mal de mer, donc c'était des magnums qui étaient quand même un petit peu pour la publicité. Alors là j'ai mis ça pour me rappeler, parce que j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, il faut parler de la dimension sociale de l'entreprise Gette, déjà dès les frères Gette. Vous savez que la deuxième partie du 19e siècle, les conditions étaient très difficiles pour les ouvriers, les conditions vraiment très très difficiles. Et bien dans l'entreprise Gette, on voit que lorsque quelqu'un est malade, on s'en occupe. On voit que lorsqu'il y a
un homme qui décède, eh bien, la veuve a ce qu'il faut. On donne de l'argent aux enfants pour qu'ils puissent apprendre à l'école. Quelqu'un qui est très malade, je me souviens en particulier d'un représentant qui se trouvait dans le sud de la France, qui est tombé gravement malade, et bien pendant au moins 10 ans, et je l'ai suivi pendant 10 ans, j'ai eu cette chance de pouvoir suivre tout ça. Pendant 10 ans, sans travailler, il a reçu ce salaire. Bon, ça devait être quelqu'un d'important, et on voit que lorsque il y a des gens qui travaillent jusqu'à 80 ans, mais pas de force, c'est que les gens ils ne veulent pas partir à la retraite, ils veulent c'est une bonne maison, et on leur donne des bouteilles gratuites, même avant qu'il y ait la sécurité sociale et qu'il y ait tout ça, ben, eux déjà c'était déjà prévu, ils avaient chaque fois un coup d'avance. Ça c'était quand même à le signaler. Alors l'histoire du produit, je vous ai montré un peu l'évolution du produit de 1860 et environ jusqu'aux années 1900. Vous avez vu, on est arrivé à 300 bouteilles par jour. Et bien là, vous avez un diagramme qui est fait en franc constant. C'est-à-dire qu'il a fallu chaque fois ramener, on ne peut comparer que le comparable. Donc on arrive à une espèce de ligne brisée entre 1900 et 1968 où l'on reconstruit là, à travers les moments où ça marche moins bien, on reconstruit l'histoire européenne. Première Guerre mondiale, les crises internationales, l'inflation, le krach mondial en 1929, la Deuxième Guerre mondiale, la perte de l'Indochine. Et quand c'est la perte de l'Indochine, ben, ça, je ne vais pas dire que ça s'arrête, mais ça va vraiment très très mal. On essaie de subsister, on essaie de créer de nouveaux produits, comme des chewing-gums, des jetmines, des sirops, des choses comme ça. Avec le contingent en Algérie, ça monte un petit peu, et puis ça redescend, et puis à un moment donné, ben, il faut arrêter, c'est plus possible, c'est plus viable dans l'état où c'est. Voilà, les chiffres en francs, là, ça on voit encore, quand ça marchait, juste après la guerre, ça marchait, hein. Et après l'Indochine, pouf, ça plonge. Donc cette production diversifiée a continué donc, au XXe siècle, jusqu'au départ de Revel de l'usine, et certains d'entre nous encore se rappellent qu'il y avait deux autres produits phares, je dirais, c'était le fameux rhum. Ça, le rhum, c'était quelque chose. Je n'en ai pas retrouvé de pareil. Le Danzig aussi, ça c'était très original. Les feuilles d'or qui étaient à l'intérieur, on les voit ici, regardez les feuilles d'or. Même il y avait des neveux qui étaient tout jeunes et qui disaient si on vidait toutes les bouteilles, qu'on récupérait toutes les feuilles d'or, on serait certainement très riche. Mais ils étaient gosses, évidemment, ils étaient là 6 ou 7 ans. Voilà. Mais ça m'a été rapporté, c'est une anecdote sympathique. On fait des chewing-gums, on fait des pastilles jettes, on fait des petits bonbons, on essaye de se diversifier encore plus, mais ça marche un petit peu, mais c'est pas terrible. Là où c'est qu'ils ont été très bons, et notamment les frères G, mais aussi et surtout la SA, la Société anonyme du Piperman G, au début du XXe siècle, c'est les affiches. Et là, ils vont pas les idées. Ils vont prendre les meilleurs affichistes qui existent au moment, les Chéré, vas-y, je crois qu'il y a les noms apparaissent, voilà. Alors, ben, les Chéré, c'est le plus connu, Drancy, Capiello, Wildorf, Lequer, aussi, j'en passe, Capella, Dilem, Ozol. Ça, c'est des gens, vous allez, bon, comme ça, pour certains d'entre vous, le nom vous dit rien, vous allez sur Internet, vous tapez un nom, ils sont connus, c'est des gens qui ont le haut du pavé et qui font des affiches exceptionnelles. Voilà. C'est rigolo, ça, hein? Voilà. Bon. Voilà, alors la chérette, regardez, parce que ça aussi on l'a trouvé. C'est ça qui est... Moi, pendant 3 ans, d'abord il me tardait d'arriver à ce jour-là où nous pourrions, nous, tout le groupe de travail, vous présenter ce travail. Il me tardait, parce que ça a été quand même un gros boulot de recherche, de référence. Ça demandait du temps. Pardon ma femme qui est à côté, c'est vrai que des fois elle râlait un petit peu. Mais bon... moi, pendant 3 ans, j'avais un sapin de Noël devant mes yeux, et chaque fois j'avais un petit cadeau qui était pendu sur la branche. Quand je dis cadeau, c'est pas des cadeaux numéraires, je reviens sur Internet, on tape sur Internet, un jour on tape Piperman G, un jour on tape Chéré, un truc comme ça, et un jour, paf, parce que ça c'était complètement inédit, même parmi tous les descendants G, un jour on tombe sur cette photo, et dans le dossier Chéré, on dit, oh, qu'est-ce qu'elle ressemble à la Chérette. Évidemment, on lit. C'était le modèle de Chéré. C'était une Danoise, une danseuse. Regardez qu'elle est belle, hein, en plus avec cette coiffure que l'on retrouve d'ailleurs dans la peinture de Chéré. Et tout le reste, et le sapin de Noël, je peux vous dire, il s'est illuminé pendant 3 ans. Et ensuite, Piperman G, ce n'est pas que des affiches, c'est aussi des grands peintres, comme Cézanne, comme Artémoff.
comme Briata, Mourinho, Jackie et Déodat de Séverac, qui avaient fait la valse Pipermin Gite. Mais ça, c'était, les frères Gite étaient déjà décédés. C'était pour Auguste Gite qui l'avait fait. Et là, je voulais vous passer les films, avec le son et tout, parce que ça, c'est des films. Et on l'a essayé avec mon ami Michel Gau, qui nous a fortement aidé d'ailleurs à sortir le livre, à donner ce bel écrin pour mettre les virgules où il fallait, les accents où il fallait. Et avec Michel, cet après-midi, on a essayé de lancer ça. C'est dommage, ça valait vraiment le coup, mais bon, c'était pas bien audible, quoi. Ça faisait beaucoup de bruit, c'est pas terrible. Mais vous avez une publicité qui doit dater des années 1940, et qui passait, 1930, et qui passait dans les cinémas. Un beaucoup plus récent, où l'on voit un couple, évidemment, qui s'éclate avec le jet sur un bateau, peut-être au large des rivages corses, et ça, Salvador Dali. Alors celui-là, je regrette vraiment... De veston d'intérieur habituel. Je l'use uniquement dans des moments de très grand compromis sentimental. Le titre, c'est un veston aphrodisiaque. Dans chacun des vers doit contenir du pipermine. Et à l'intérieur de chaque viscosité piperminesque doit contenir une mouche morte, afin qu'au moment de la cristallisation du pipermine, les yeux paraboliques des mouches restent gravés comme dans un fossile atavique. On continue, et ensuite, donc ça, messagerie maritime, ça c'est les gros bateaux, hein, c'est les grandes compagnies transatlantiques, tout ça. Il y avait la publicité Pipermin Gite sur des petites cartes postales qui étaient vendues certainement à l'intérieur de ces paquebots. Et ensuite, alors ça, on en a des dizaines de toutes les villes de France où vous retrouvez les publicités urbaines, de Pipermin Gite. Voilà, Pipermin, et regardez, c'est presque... il prépare l'avenir, la fusion Pipermin-bénédictine, voilà. Et ça, sur les tramways, il y en avait plein. On l'avait même sur la Tour Eiffel. Les petits dessins. Alors aussi, ils sont toujours dans l'actualité. Là, c'est la mort du roi de Dahomey. Bon, et ils disent que s'il avait bu un peu plus de jet, il ne serait pas mort si vite. Voilà. Là, c'est la découverte des rayons X par Curie, début XXe siècle. Mais là, voilà, à la faculté de médecine, on se pose des questions sur cette radio où l'on voit à l'intérieur du corps, et notamment sur tout le tube digestif, l'ombre d'une bouteille jette. Et alors ça, des trucs comme ça, il y en a des dizaines. Non, ça c'est la perte de l'Indochine, bouf, ça descend, 1954, c'est l'Indochine, 53-54, voilà. Et début 1969, la société anonyme ne peut plus suivre, ils ont bien essayé, plusieurs fois de relancer, essayer de trouver des capitaux, essayer de arranger. Ça ne marchait plus, donc on vend en début 1969 le Pipermin Gite de la société bénédictine, et le 31 décembre 1969, il y a un changement de direction, mais c'est à Revel quand même, lorsque vous voyez du Jet 27 encore de nos jours et du Jet 31, dites-vous toujours que c'est ici que ça a été inventé. Enfin, ici plutôt à la zone industrielle de la Pomme, c'était pas ici, là-bas ça a été inventé. Alors les dernières publicités, là on rentre plutôt vers... il y a un peu de publicité d'ici de Revel, mais c'est surtout Bacardi, c'est surtout Bénédictine, Martini Rossi et Bacardi. Vous avez des thématiques parfois, genre les sensations excitantes avec jet au travers du sport, les trucs un peu comme ça, avec des plantes très particulières, des poissons, des piranhas, voilà. Et un peu, vous savez, le fameux gars qui disait que boire du jet, ça donnait envie de se donner au plaisir. Mais voilà, quand on est timide, vous buvez du jet, et alors là, pas de problème, tout marche bien. Et enfin, il y a le petit gars qui sort un petit peu comme d'une lampe, comme Aladdin, il sort d'une bouteille de jet. Alors ça, il y a eu énormément, je n'ai pas pu tout vous montrer, on ne peut pas le développer. Les gadgets, alors là, les gadgets, si vous voulez, ce soir, j'aurais pu m'habiller en jet, des chaussures jusqu'au chapeau. Mais j'aurais été tout en vert. J'ai pas voulu. C'est beau le vert, hein, mais bon. Allez, les cravates, il y a les moutons de manchette, il y a tout. Voilà. Et puis les gadgets, les couteaux, les cartes, tout ce que vous voulez. Donc, 10 janvier 1975,
On transfère, parce qu'à la fabrique ici on était vraiment un petit peu à l'étroit, et on transfère l'entreprise à la zone industrielle de la Pomme, et le 10 janvier 1975, c'est la pose de la première pierre. Ça va durer pendant quelques années. Donc en juin 87-88, c'est le regroupement Jet Casanis Martini. Octobre 1988, c'est le départ de Revel. On annonce que l'entreprise s'en va, elle part de Revel. Immédiatement, un plan social est alors mis en place pour éviter qu'il y ait du chômage, parce que les gens, on leur propose d'aller à Gémenos au départ, c'est ça, ou à Beaucaire, à Gémenos. Donc il y en a certains qui vont suivre pour qu'il y ait la suite, quand même, on ne peut pas comme ça qu'il y ait une cassure d'un seul coup. La plupart veulent rester à Revel, donc il y a un plan social qui se met en place, on crée l'entreprise de santé beauté. Et en 93, beaucoup plus tard, après que Bénédictine ait racheté la société anonyme Jet, il y a Martini Rossi qui achète l'entreprise Bénédictine, et puis Bacardi, en 93, rachète le tout actuellement. C'est Bacardi qui mène, si vous voulez, le marketing du Jet 27 et du Jet 31. Aujourd'hui, lorsque vous parlez de choses du Piperman, ils ne connaissent pas. Par contre, le Jet a toujours du succès. Il y en a beaucoup, beaucoup. Ce sont des millions et des millions de bouteilles qui sont vendues. Et ils rentrent dans une dynamique, là, maintenant, pour essayer de relancer encore un peu plus le Piperman. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'est né un petit peu le projet. Hein. Ce projet d'écrire ce livre, c'est eux, il y a 3 ans, ils sont venus nous voir pour nous dire si on ne pourrait pas fouiller un peu plus l'histoire. Au début, on pensait vraiment pas arriver à 528 pages, on pensait leur faire 30-40 pages, mais voilà. L'arbre de Noël était trop beau, donc pendant 3 ans, on a écrit beaucoup de choses. Donc, actuellement, la publicité continue, on le voit, ça date d'il y a 3-4 ans, c'est dans la gare, peut-être la gare de Lyon, le métro, à Paris, et à Revel, que reste-t-il? On a beaucoup d'évocations. On aime notre passé, on aime notre patrimoine. La preuve, vous êtes tous là, vous êtes venus, on a rempli la salle. Eh bien, c'est Revellois, c'est à Revel. Et ce centre culturel qui a été créé, qui marche d'une façon étonnamment bien, ça marche à fond, avec la médiathèque et ainsi de suite, hein, eh bien, on a gardé tout ça. Et dernièrement, au mois de juillet-août, je ne sais pas si vous avez vu, les petits poteaux, ça c'est encore avant qu'ils soient refaits, les peintures de Jet sur les poteaux de la galerie du couchant ont été refaites, mais elles ont été d'une façon tout à fait exemplaire. C'est à savoir que quand vous allez les voir, vous n'avez pas l'impression qu'elles ont été faites au mois d'août de l'année dernière. Ils ont réussi à garder la patine, ils l'ont refait tel que c'était à l'époque. Vraiment, c'est une réussite. Voilà, et après, vous avez le cinéma Jet. Là, ici, c'est la salle Claude Chabrol, le ciné Jet. Le présent et l'avenir, eh bien, comme je vous disais, les espaces de vocation, on les a revêts. On a aussi un patrimoine immatériel sauvé, c'est le bouquin. C'est toutes les anecdotes, ça c'est immatériel, mais il faut le garder sous la forme d'écrit. Ça c'est gravé dans le papier, c'est pas gravé dans le bois, bien qu'on soit dans la cité du bois, on l'a gravé dans le papier. On a un patrimoine matériel sauvé, et ça, Dieu sait qu'on a des choses importantes, les prix, les médailles en or, en argent existent, les bouteilles, les anciennes bouteilles, les étiquettes, les expériences, les cahiers d'expérience, tout ça on l'a pendant 3 ans. Aucune erreur, aucun problème, avec 55 personnes, tous les descendants de Jet, vous avez été exceptionnels, exceptionnels. Et si on a fait ça, c'est vraiment grâce à vous, c'est vraiment grâce à vous. Vous nous avez fait confiance, vous avez bien fait, parce que maintenant, pour la pérennité, j'espère, alors là je ne sais pas les chevilles qu'il y a, mais pour l'avenir, pour la pérennité, le Jet sera toujours là. Et enfin, il y a des projets. Et ouais, il y a des projets. Peut-être un film, parce que quand je vous ai parlé, ce qui m'a le plus marqué, et pour certains d'entre vous, ce qui m'a le plus marqué, c'est les lettres de Pierre Gite. Parce que là, c'est dans les 80 pages, rien que là, vous pouvez faire des séquences films formidables avec le gars avec la calèche, sa bibi et son écureuil, avec sa cargaison, qui vont dans les petits villages, avec tous les petits problèmes qu'il pouvait y avoir avec les cafetiers, tout ça. Là, on peut l'écrire, et ça c'est du vrai, ça pourrait être du pagnol, je dirais. Donc on peut faire un truc formidable. Je rappelle un petit peu, 1796, l'invention de Pons, avec la parlementaise déjà, mais la liqueur de menthe. 1896, on avait retrouvé, c'est un mauvais état, c'est la seule photo qu'on a, il y avait encore une affiche qui était collée dans un bâtiment près de l'entrée, sur le centenaire du Piperman. Ils avaient fait une grande fête, le 14 et le 21 septembre 1896, donc ils avaient fêté le centenaire. Là, il y avait que Jean Jet, Pierre Jet était déjà décédé. 1996, ici, les 200 ans d'histoire, fantastique exposition, certains s'en rappellent.
menée par Jacques Batine. Il y avait aussi Pierre Fred, il y avait Villamir qui est décédé il y a peu de temps, et bien d'autres, excusez-moi, je l'oublie d'autres, donc c'était absolument exceptionnel. Alors, on se pose des questions, moi j'y serai plus, c'est certain, mais les petits qui sont dans les écoles maternelles, je me plais à me dire peut-être là-dedans, il y aura des gens qui en 2096 fêteront peut-être le tricentenaire de G. Ravel. Ça serait bien. Et franchement, si je suis là-haut, si j'ai une petite paire de jumelles, j'essaierai de regarder pour voir si vraiment ça se passe. Alors ce que j'aimerais maintenant, je ne sais pas si vous allez vouloir, mais vous savez, tous les amis là, du groupe de travail, tous ceux qui nous avaient aidés, je sais qu'ils ne sont pas tous là, même il y en a qui sont venus, ils ont dû repartir. Mais j'aimerais qu'on puisse se retrouver ici, 15 ou 20, là, autour de moi. Il y en a certains qui font des photos, il y en a qui filment parce que cette conférence est filmée. J'aimerais que vous veniez ici tous, parce que ça sera aussi des photos historiques, et voilà, ça serait bien que vous veniez. Mais non, il y en a beaucoup qui, normalement, on devrait être 60 là. Donc il y en a beaucoup qui sont repartis. Donc il y a des acteurs du Pipermaget qui sont là, il y a des descendants, des directeurs, des PDG de la famille, et c'est grâce à eux. Quant à Jean-Étienne Roussy, qui était... Alors lui, après on va le prendre, on va essayer de le mettre à la question pour qu'il donne le secret. Non, il ne veut pas. Voilà. Alors, voilà. C'est eux que vous devez applaudir. Eux et ceux qui manquent, qui ne sont pas là, qui seront là, je vous prie. Merci les Prosper, les Martin, les Babel, les Astor, et voilà, tous ceux que vous dites. Merci.